mal à concilier, que sont la théorie de la relativité et la physique quantique. Alors ça, c'est rapport entre science et science, pas rapport entre science et religion. Oui, d'accord, dans ce même esprit. Il est de fait qu'aujourd'hui, il y a deux grandes théories physiques qui sont l'aboutissement de toute une histoire. D'un côté, c'est la relativité générale qui explique la gravitation et d'où viennent tous les modèles cosmologiques actuels, hein, c'est-à-dire Big Bang, Big Crunch, etc. Et la théorie quantique qui, elle, explique bien le monde microphysique et même le monde où on est. Toute la chimie vient des interactions électromagnétiques qui sont étudiées par la théorie quantique. Actuellement, ces deux théories apparaissent comme inconciliables. Et Einstein a essayé jusqu'à la fin de sa vie de les concilier, il n'est pas arrivé. Il y a beaucoup de gens qui essayent, alors ils inventent des tas de théories qui sont mathématiquement très séduisantes, la théorie des cordes, la théorie de ceci, voilà. Tant qu'une théorie n'a pas, disons, une certification expérimentale, elle reste une théorie. Vous savez, le fameux boson de Higgs, il y a eu trois personnes, il n'y a pas eu Higgs, il y a eu Higgs et puis deux autres. Hein. Englert et puis un troisième, qui est décédé avant le prix Nobel. Le boson de Higgs a été découvert à Grenoble en 2012. Mais on en parlait depuis 30 ou 40 ans, mais c'était des équations. Ça avait l'air cohérent, ça avait l'air être conforme au modèle standard, mais bon, ça restait de la théorie. Alors il y a beaucoup de gens qui sont de très bons mathématiciens, qui font des choses cohérentes, etc., mais qui n'ont pas de sens physique. Je pense par exemple à Madame Tolna, qui a été professeure de physique à l'université à la Sorbonne, en fait, à l'époque c'est la Sorbonne. Elle a mis sous forme très élégante, très cohérente, la relativité, mais en fait ça n'a rien apporté. C'est simplement une théorisation, une modélisation, un embellissement conceptuel et formel. Ce sont souvent des gens qui débarquent, qui ont l'idée de génie. Hein. Einstein était un petit inspecteur des brevets à l'office des brevets, je crois que c'était à Berne. Hein. Et puis, bon, évidemment, il était au courant de tout ce qui se passait, mais il ne faisait pas partie des grands courants. Oui. Et en une année, il a sorti 3 ou 4 articles dont chacun a révolutionné les sciences. Il a pas eu le prix Nobel pour la relativité, d'ailleurs. Hein. Il a eu le prix Nobel pour l'effet photoélectrique. Et Jean Perrin, que j'ai cité, a eu le prix Nobel parce qu'il a vérifié les formules où Einstein expliquait le mouvement brownien. Le mouvement brownien avait été découvert bien avant. Einstein a donné un modèle mathématique qu'il fallait vérifier. Et c'est Jean Perrin qui l'a vérifié, qui a montré et qui a prouvé en fait expérimentalement l'existence des atomes. Parce que les atomes, c'était une théorie depuis les Grecs. Hein. Bon, on en parlait, il y avait des preuves plus ou moins qualitatives, mais il n'y avait pas de preuve réelle. La preuve réelle, c'est Jean Perrin. D'ailleurs, le livre que j'ai cité, c'est des atomes. C'est dans l'explication du mouvement brownien, c'est pour ça qu'il a eu son prix Nobel. Mais pour Einstein, c'était un article marginal, le mouvement brownien. La relativité, c'était l'article principal, mais il ne l'a pas eu parce qu'il y a eu une ambiguïté à savoir, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dessus. Hein. Il y avait Lorentz, il y avait Fitzgerald, il y avait Poincaré, on ne sait pas exactement qui. Donc il y a eu. Le comité Nobel n'a pas les conflits. Il faut que ce soit clair, que les gens aient une éthique. Hein. Il ne donnera pas le prix Nobel à quelqu'un qui manque d'éthique. Il faut que ça soit clair. Bon, alors pour l'effet photoélectrique, c'était clair. Oui. Ça, c'est quelque chose qui m'est venu après avoir posé ma question, justement, avec Laurent. Est-ce que en fait, la physique quantique est née de l'expérience pure? Ah, bien sûr, oui. Alors que la relativité est née d'une façon rationnelle, en fait. Non, elle est née aussi de l'expérience. Elle est née des expériences de Michelson-Morley qui ont montré que la vitesse de la lumière est invariable, quel que soit le repère où l'on se situe pour la mesurer. Vous savez, si vous êtes dans un train et que vous mesurez la vitesse d'une voiture quand vous êtes dans le train ou quand vous êtes hors du train, c'est pas la même. Si la voiture a la même vitesse que le train, la vitesse relative de la voiture par rapport au train est nulle. Alors que la vitesse de la lumière
est la même dans tous les sens qu'on la mesure dans le sens de rotation de la Terre ou dans le sens. C'était quand même bizarre. Alors il y a des gens qui ont construit des formules qui sont valables. Hein, par exemple, Lorentz, on dit invariant de Lorentz, Poincaré qui a établi le groupe de la relativité, il n'y avait que lui qui était mathématicien, il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Il y a Fitzgerald qui a écrit des formules de contraction des longueurs. Mais tout ça, ce n'était pas fondamental. Et Einstein a dit, il y a deux choses à Newton. C'est le principe de relativité de Galilée, ça, on le connaît depuis longtemps, Newton s'en est servi, on ne va pas revenir là-dessus, et puis la vitesse de la lumière, elle est invariable, c'est comme ça. Ça paraît bizarre, mais il faut faire avec. On fait avec le principe de relativité de Galilée, qui n'a connu aucun échec depuis toujours, et puis la variabilité de la vitesse de la lumière, qui est un fait expérimental. Et avec ça, on voit ce que ça donne. Il a retrouvé les formules de Lorentz, Fitzgerald, etc. Merci. Une question là. Oui. Alors, dans le dialogue science et religion, à mon avis, il y a deux orientations. Est-ce que les sciences dures permettent de comprendre les mythes religieux, les discours sur la création? Est-ce qu'il y a un rapport entre ce que dit la science, la cosmogonie, la cosmologie et les cosmogonies? Et puis deuxièmement, est-ce que les sciences sociales, anthropologie, voilà, est-ce qu'elles permettent de resituer un certain nombre d'événements qui sont rapportés par les textes religieux, par les écritures, et qui finalement, est-ce que ça permet d'éclairer ces textes? Est-ce que les sciences dures, et d'un côté, et les sciences sociales de l'autre, permettent de mieux comprendre les textes rapportés par les écritures et les religions? Oui, alors les sciences dures, j'aurais tendance à dire non. On a des conflits entre science et religion, ça vient de là en fait. On saisit, pour Aristote, pour Ptolémée, pour tous ces gens-là, le Soleil, la Lune, toutes les planètes autour de la Terre, et puis apparemment, mais la Bible ne parle pas de ça, n'est-ce pas? Comme il est dit quelque part que le Soleil a arrêté sa course pour permettre à Josué de conquérir Jéricho, on a dit, ben voilà, donc ça colle. Alors, il ne faut pas oublier que saint Thomas d'Aquin a essayé de faire une sorte de synthèse entre le courant hellénique et le courant hébraïque. Et c'était très important, cette synthèse. Parce que c'est cette synthèse qui a montré sa richesse et son efficacité dans le développement des sciences objectives. C'est ce que j'ai essayé de montrer justement. Mais d'un autre côté, il y a eu des concordances qui n'étaient pas appropriées. Hein. D'ailleurs, on appelle ça le concordisme, hein, ça porte nom. Voilà. Quand on essaie de faire concorder une croyance religieuse avec un fait scientifique, on appelle ça du concordisme. Et j'ai voulu éviter le concordisme. J'aurais pu dire, il y a des gens qui disent, le Big Bang, c'est le Fiat Lux. Ben voilà. Hein. Les anciens philosophes croyaient que le monde était éternel, infini, pas du tout. La Bible avait raison, le Big Bang, c'est le Fiat Lux. Pasteur a montré qu'il n'y a pas de génération spontanée. D'ailleurs, on n'a jamais vu de génération spontanée. Hein. On n'a jamais vu un virus de la variole se transformer en virus du sida, ou un virus de la grippe se transformer en virus de la polio. Hein. On n'a jamais vu ça. Alors, nous ne parlons pas du cheval qui se transforme en âne, ou du chat qui se transforme en chien. On n'a jamais vu. Ça a peut-être existé. Alors le deuxième volet, alors est-ce que les sciences sociales permettent d'avoir une approche critique des textes anciens? Donc je termine avec ce volet. Donc le concordisme, il faut éviter, parce qu'il peut être utilisé dans les deux sens. Les conflits science et religion sont venus de ce qu'on a voulu faire de l'anti-concordisme. Alors maintenant, on aura envie de faire du concordisme. Ah, vous voyez bien, la Bible avait raison. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que le paradigme chrétien a modifié la conscience de l'homme face à l'univers et lui a permis d'être maître et possesseur de la nature. C'est l'homme, c'est dans le monde chrétien occidental qu'on a créé une lumière cohérente qui n'a d'équivalent nulle part dans l'univers, c'est la lumière du laser. C'est sur Terre qu'on a recréé un soleil plus clair que le soleil. On a maîtrisé l'énergie nucléaire. Alors ça peut aller loin, ça peut être dangereux. Les manipulations génétiques, c'est très dangereux. Vous savez, j'ai lu quelque part que la société, comment s'appelle-t-elle, celle qui fabrique le Roundup, Le Monsanto. La société Monsanto, qui
racheté qui par fabrique le Bayer. Roundup, qui est un mélange de glyphosate et de détergent pour rendre le glyphosate plus actif. Bon, on va l'interdire bientôt parce que c'est toxique pour l'être humain. Mais elle est en train de proposer, elle a créé un nouvel insecticide qui, lui, ne serait pas toxique pour l'être humain, mais par contre, décimerait toute végétation, sauf celles qui ont été génétiquement manipulées. Donc elle va avoir le monopole de la vente des OGM. C'est monstrueux. C'est un cataclysme, quelque part. Alors attends, là aussi, je vois ça dans la Bible quand même. Hein, où il est dit à l'homme, tu as droit à tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi ça? Mais c'est le cœur. Le cœur, c'est l'énergie nucléaire, c'est le code génétique. Ça, on ne touche pas. Et d'ailleurs, il est dit, si tu y touches, tu mourras. C'est répété, tu mourras. Donc, il y a une injonction d'être maître et possesseur de la nature. L'homme n'est pas comment dirais-je, une sorte de parasite ou d'extraterrestre. Non, il est là pour dominer la nature, l'ordonner, la mettre à son service. Voilà, j'aime bien ça, par exemple. Attends, moi, je vais dire ça. Oui. Mais pas pour la détruire. Alors, maintenant, pour les censures, on ne peut pas être concordisme, et surtout, il faut faire attention à ne pas aller jusqu'au bout. Il faut éviter l'hubris. L'hubris, c'est que l'homme se dit, ça y est, je peux tout faire. Non, il y a des limites. Alors, l'essence sociale, l'essence humaine, la paléontologie, l'anthropologie, l'essence des religions, c'est partie de l'essence sociale. Vous avez l'école pratique de hautes études, il y a un institut qui s'appelle l'Institut d'études des sciences religieuses, l'Institut européen des sciences religieuses, qui organise des conférences et des cours qui sont spécialisés. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé d'utiliser mes faibles connaissances en histoire de l'humanité, en anthropologie, en sociologie, pour voir comment se structurent les unes par rapport aux autres les religions et les sciences. Et comment les sciences traditionnelles sont reliées aux sciences, aux religions, disons, résultant de la confrontation symbiotique entre l'hébraïsme et l'hellénisme, alors que les sciences traditionnelles, c'était plutôt lié au panthéisme, au gnosticisme. Voilà. Donc, on peut effectivement, et on doit, utiliser nos connaissances dans les sciences humaines, anthropologie, etc., pour comprendre les textes sacrés. Mais les comprendre, alors moi quand j'étudie, quand je regarde les textes sacrés, il n'y a pas de la Bible. Je le fais quand même avec beaucoup d'esprit critique, mais avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect, parce que ce sont des choses quand même qui viennent de la tradition de l'humanité, qui ont été sélectionnées par des gens qui étaient probablement plus sages que moi, qui ont vécu avant moi. Donc on peut le faire avec esprit critique, scientifique, analytique, mais avec beaucoup de respect. Merci. Merci.